sommes en live. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Culture Club Sandwich, le podcast où l'on passe sans transition des sorcières d'Halloween au chant de Noël. Oui, parce que voilà, Halloween est derrière nous maintenant et les citrouilles commencent à ramollir, les déguisements retournent dans le placard et les bonbons collent encore à nos poches et à nos dents de vieilles personnes, enfin en tout cas les miennes. Et comme chaque année... Ah, il t'en reste ? Des dents ou des bonbons ? Oui, des dents. Oui, encore quelques-unes. Et comme chaque année, au 1er novembre à minuit 1, quelque part dans le monde, Mariah Carey commence à se décongeler. On l'entend déjà s'étirer vocalement dans son caisson cryogénique, prête à revenir nous rappeler tout ce qu'elle veut pour Noël, c'est nous. Et nous, on n'a rien demandé, mais on va faire avec. Et pour affronter ce changement d'ambiance climatique et émotionnel, on est en effectif très réduit ce soir, puisque je suis seulement avec Olivier. Oui, je crois que Halloween a été fatal à beaucoup de gens de la team, là. C'est ça, c'est partager des miasmes, mais voilà. Maintenant, tout le monde c'est ça. Mais entre c'est pas ceux grave. qui ont fait trop de cuisine, qui se sont bloqués le dos, et ceux qui se sont mélangés des miasmes. Voilà. Mais c'était pour une bonne cause. La bouffe, c'est toujours... Oui. Ouais. Mais voilà, au programme, comme toujours, on va discuter de ce qu'on a regardé et lu ce soir. Ce sera juste ça, regarder et lu. Parce que, non seulement on n'est que deux, et en plus on n'a pas été très prolifique cette semaine. Mais c'est pas grave. On va vous partager quand même nos coups de cœur et nos petites recommandations pour accompagner le retour des plaids et des boissons chaudes. Et dans 20 minutes, c'est fini, donc. Ouais, c'est vrai. Allez, une tisane et au lit. Bref, installez-vous, préparez-vous à nous écouter rapidement. Et puis, vous allez peut-être ajouter des trucs sur vos watchlist, reading list et compagnie ce soir. En tout cas, voilà, c'est parti pour Culture Club Sandwich. Heureusement, le générique ne nous fait jamais défaut. Oui. Donc, Olivier, toi, tu nous proposes ce soir de la lecture. Oui, alors, cette semaine, j'ai presque terminé, il me reste vraiment quelques pages, donc je peux quand même en parler. Un livre qui s'appelle Carton jaune de Nick Hornby. Nick Hornby, c'est un auteur britannique à qui l'on doit notamment le roman High Fidelity, qui a été adapté au cinéma par Stephen Frears et qui a été adapté aussi en série avec Zoé Kravitz. C'était il y a pas si longtemps que ça, l'adaptation série. Et d'ailleurs, je vous conseille vraiment la série. C'est une chouette série. Et c'est un auteur qui globalement parle beaucoup de dépression. Il est lui-même dépressif chronique. Et surtout, en fait, il décrit souvent des personnages qui sont rongés par des obsessions. Et il sait très bien de quoi il parle, puisque il est lui-même obsédé par le foot, et notamment par le club londonien d'Arsenal. Et c'est de cette obsession pour ce club dont il parle dans cette autobiographie, qui est son premier livre paru, et où il met en parallèle sa trajectoire de vie et celle du club de son cœur, depuis l'âge de 13 ans, dans les années 70, où son père l'emmène pour la première fois à Highbury, qui est le stade d'Arsenal, jusqu'en 1992, date à laquelle il écrit donc ce livre. Et je vous avais parlé, il n'y a pas si longtemps que ça, de littérature et de football avec le roman 44 jours de David Peace. Et parce que c'est un genre que j'aime beaucoup, car j'ai vraiment l'impression qu'il y a une multitude d'histoires incroyables à raconter, et que la littérature est probablement le meilleur médium pour raconter le football, plus que le cinéma. Et là, ce soir, j'avais envie de vous parler de Carton jaune parce que c'est un livre qui est un peu différent. Souvent, les écrivains, ils ont tendance un petit peu à romantiser le football. Ça leur donne une espèce de caution pour pas passer pour des beaufs de parler football. Et alors que là, en fait, Nick Hornby, lui, il assume complètement son obsession. Il cherche pas vraiment à savoir d'où elle vient, pourquoi elle est née. Il y a des moments où il se demande et en fait, il n'arrive pas à trouver de réelles raisons. Et il y a même des moments dans sa vie où il a essayé de lutter contre cette obsession, notamment au moment où il est arrivé lycée, fac, où ça faisait pas super bien de
d'être fan de football. Alors du coup, il voulait montrer que enfin voilà, il voulait cacher cette phase de lui, et du coup il a arrêté d'aller au stade. Mais c'est un peu en vain, parce il a toujours finalement il est toujours finalement retourné au stade, parce qu'il pouvait pas s'empêcher d'y aller. Et voilà, il va pas chercher la beauté du geste dans le foot, comme beaucoup d'écrivains essaient de le faire. Euh, Lui, il va pas. En fait, ce qu'il va jamais faire dans le livre, c'est qu'il va jamais dédouaner son obsession. Et en fait, il va jamais essayer de poétiser le football. Et en fait, en gros, il pouvait pas vraiment, parce que il a découvert le football dans les années 70. Il a continué à suivre dans les années 80-90. Et en fait, à l'époque, le football anglais, c'était un football qui était assez basique, qui était assez rustre, qui était gangréné par les hooligans. Il y avait de la violence à la fois sur le terrain, où il y avait vraiment des tacles de maboule, et en dehors du terrain, où il y avait les hooligans qui se foutaient sur la gueule. Mais en fait, cette violence, elle faisait aussi partie de la fascination que portait Hornby à ce sport pendant cette période-là, même s'il détestait la violence. C'était quelque chose qui lui faisait peur, mais en même temps, c'était quelque chose qui l'attirait, qui le fascinait, et il voulait que cette violence disparaisse, mais en même temps, ça faisait partie du folklore du foot, et de ce qu'il allait voir au stade. Donc, c'est vraiment plus que sur le foot, c'est vraiment un livre sur l'addiction. C'est marrant, parce qu'il y a des moments où il énumère des joueurs, comme des gars énumèrent des drogues dans Trainspotting ou dans Las Vegas Parano. Il a besoin d'énumérer comme ça. Il raconte comment cette obsession a complètement déréglé sa vie personnelle et familiale. Il le fait de manière assez lucide, il se ménage pas du tout, il est assez dur envers lui-même. Des fois il le fait avec humour, des fois il le fait avec presque de la méchanceté envers lui-même. Et personnellement, moi, en tant que fan de foot et d'un club en particulier, je me suis vraiment retrouvé dans certains de ses comportements, des comportements qui sont la plupart du temps pas du tout rationnels, pas du tout explicables. Euh, et en fait, ça fait du bien aussi de dire ça, parce que en fait, on est beaucoup à partager ce sentiment d'inexpliqué. Pourquoi tout d'un coup on se passionne pour un club? Pourquoi tout d'un coup on se passionne pour ce sport? Pourquoi on passe notre temps à regarder des gens courir sur un pré avec en courant derrière une balle? C'est vrai, c'est stupide. Ça n'a aucun sens. Et pourtant, le coup de sifflet de début de match retentit, et là il y a la boule au ventre qui arrive, et on sait pas pourquoi on est stressé pendant 90 minutes. Et pourquoi on est énervé à la fin, parce que notre équipe elle a perdu. Et voilà, enfin c'est vraiment quelque chose qui dans lequel à la fois les gens qui aiment le foot, enfin qui vivent le foot, j'allais dire, vont se reconnaître, et en même temps ça va permettre pour les gens qui côtoient des gens qui vivent le foot de comprendre un petit peu ce qui se passe dans la tête de ces gens-là, ouais. Donc et donc finalement c'est ça, c'est vraiment un roman qui permet de mieux comprendre ce qui se passe dans la tête d'un accro au foot, et globalement d'un accro à quoi que ce soit, en fait. Donc c'est vraiment un film sur l'obsession. Il y a un côté un peu doux amer que je trouve assez joli, et qui fait vraiment basculer le livre dans quelque chose d'un peu plus profond que de la simple autobiographie. Et voilà, donc je vous conseille vraiment la lecture de ce livre très différent, j'ai envie de dire, euh, parce que euh, parce que ça raconte à la fois l'auteur, ça raconte à la fois l'Angleterre, parce qu'il y a aussi tout l'avènement de Thatcher qui arrive en fond. Donc il y a aussi l'histoire de l'Angleterre derrière, enfin l'histoire contemporaine de l'Angleterre. Et puis l'histoire du foot, et comment l'histoire du foot anglais, et comment il s'est relevé de ces années de hooliganisme, et du choc qu'a pu être le drame du Heysel, le drame de Hillsborough. Euh, et voilà, je trouve que tout ça mis en parallèle avec la vie de l'auteur, ça donne quelque chose euh, d'assez à la fois mélancolique, et en même temps
difficile, quoi. On sent que c'est une histoire qui est pas simple. Et est-ce Donc, que si on s'en fout totalement du foot, ça reste quand même une lecture intéressante pour tout le contexte qu'il y a autour, j'imagine? bah, ouais, parce qu'il y a quand même un truc personnel qui est, d'abord, c'est un très bon auteur, donc il écrit très bien. Et puis, alors, il y a des moments où je vous le cache pas, que justement, quand il énumère tous les joueurs, C'est un petit peu long. enfin, Le mec un peu chiant en soirée. ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment le gars. Moi, j'adore ça parce que je suis très fan de foot anglais, enfin, du foot anglais jusqu'à il y a quelques années. Maintenant, c'est plus du foot anglais, c'est devenu un foot international, mais j'aime la culture foot anglaise. J'aime le fait que quand ils vont voir un match en 5e division, le stade est plein et les gens encouragent exactement de la même manière que si le club était en première division. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup cette culture foot. Donc moi, les moments d'énumération, ça me plaît beaucoup. Des fois, je vais voir, il y a des joueurs que je connais pas, alors je vais voir et tout. Enfin, voilà, c'est vraiment, c'est presque la suite de 44 jours de David Pierce dont j'avais parlé, puisque il a commencé à jouer au moment, enfin, il a commencé à s'intéresser au foot au moment où Derby County et Leeds, dont parle le bouquin de David Peace, sont au sommet du foot anglais. Donc du coup, ça me permettait de retrouver des marqueurs de l'autre livre. Après, c'est vrai que ces passages-là sont pas les plus intéressants pour les gens qui sont pas fans de foot. Mais il y a un discours en creux sur la dépression, sur le truc qui font que ça reste, à mon avis, quand même intéressant d'un point de vue littéraire de lire le livre, quoi. Ok, bah écoute, en tout cas ça donne envie. Donc le carton jaune à retrouver dans toutes vos bonnes librairies, j'imagine. Oui, c'est récent ça. ou Non, c'est un livre c'est son premier livre, il date de 1992. Ah ouais. Son deuxième livre, c'était High Fidelity, qu'il a écrit en 1993. Donc j'étais un bébé. Voilà. Donc j'étais pas un bébé, mais j'étais pas grand non plus. J'étais un bambin. Je commençais seulement à m'intéresser au foot, justement. Ouais. Puisque ça doit correspondre à peu près à 93 avec la victoire de Marseille en Champions League. Donc c'est vrai que j'avais pas fait attention à ça, et c'est vrai que Finalement, c'est tu vas peut-être commencer à trouver d'où vient ta grande passion. Tu vas faire un travail sur toi-même à la fin de la lecture du livre. Mais ça fait un travail sur soi-même, ne serait-ce que pour essayer parce que en fait, j'avais jamais vu le foot comme quelque chose qui pouvait être obsessionnel, en fait, ouais. Qui pouvait être une sorte d'addiction. Donc rien que ça, tu vois, je me suis dit ah ouais, c'est vrai qu'il y a des moments où c'est quoi, tu regardes un peu de l'extérieur, tu dis ah oui. Et là, quand il raconte un truc, tu dis putain, quel salaud. Puis après, tu fais ah ouais, mais en fait, j'ai fait la même chose. C'est une petite remise en question à la ouais, fin. c'est ça. Après, c'est un peu le cas aussi avec tous les grands passionnés, hein, pas que de sport. Mais c'est ça. C'est pour ça que là, c'est le foot. Mais en fait, en vrai, et c'est pour ça que finalement, il a toujours toute son œuvre tourne autour de ça. C'est-à-dire que lui, il connaît le truc. Après, il la déplace dans la musique, il la déplace dans plein de choses, quoi. Donc, High Fidelity, c'est un mec qui est obsesse par la musique. Donc, c'est la même chose, c'est le même fonctionnement. C'est marrant tout ça. Bah écoute, peut-être j'y jeterai un coup d'œil parce que même si j'en ai rien à foutre du foot, j'aime bien tout ce qui peut être autour, en fait. C'est quand même un regard sur la psychologie humaine, quoi. Ah oui, bah moi par exemple, moi c'est ça que j'adore quand je vais à l'étranger, c'est d'aller dans un stade parce que c'est là où on rencontre les vrais gens, en fait. C'est vrai. C'est la meilleure manière de voir d'avoir le pouls d'une population, c'est d'aller dans un stade, même si on s'intéresse pas, tu vois, je suis même allé voir du football gaélique dont je connaissais absolument pas les règles en Irlande et tout, mais c'était génial, l'expérience stade était folle. T'as ça et le pub. En général, ça va. Ça. Le pub suit, tu vois. C'est quand le stade devient trop cher, tu t'arrêtes au pub. qui est victoire ou défaite, en général, ça finit au pub de toute façon. Donc, c'est. Eh ben super. On va passer côté cinéma.
Moi, je vais vous parler d'un film qui sent la poudre, le parfum et un peu la revanche sociale. Je vais vous parler d'un film qui s'appelle Cash. Et déjà, petit aparté, parce que si vous n'avez pas encore vu Cash, je ne parle pas du vieux film avec Jean Dujardin de 2008, celui avec des arnaques et des costards. Là, on est sur quelque chose de totalement différent. Alors, je ne sais pas ce que vaut le film Cash avec Jean Dujardin, je ne l'ai jamais vu, mais rien à voir, quoi. Voilà. Là, on est sur autre chose. C'est Cash, sorti en 2023, qui est signé Jérémy Rosan. C'est dispo sur Netflix, et franchement, c'est une des meilleures surprises françaises que j'ai eues, et j'ai plutôt l'habitude de dire que les comédies françaises, j'en ai ma claque, j'en peux plus. Mais j'avoue, c'est la deuxième comédie française que je recommande dans le podcast. Donc peut-être que je suis tombée sur une niche avec des trucs bien. Non, mais en fait, tu aimes les comédies françaises, c'est tout. Avoue-le. Oui. Ça suffit de se cacher derrière des serial killers et des trucs glauques et tout. Mais j'aime beaucoup les comédies, mais je suis très difficile en comédie. Et voilà. Et bon, on a un historique de comédie française, voilà, que c'est pas toujours... Je vois pas de quoi tu parles. Non, ça n'existe pas. Et on va pas se mentir, au 3-0 justement sur le foot. J'y pensais pendant que tu parlais. Mais le pire, c'est que j'ai jamais vu, mais j'ai l'impression d'avoir quand même des PTSD de ce film. Moi, je l'ai vu jeune, alors que j'étais encore plus passionné de foot que maintenant. En plus, il parle du PSG, qui est mon club. Et même avec tout ça, j'ai trouvé ça vraiment... C'est impardonnable. Vraiment nul. Impardonnable. Et alors, j'ai même pas regardé le 4-0 qui est sorti il y a pas longtemps. Je savais même pas qu'il y avait un 4-0. Ouais. Bon. En tout cas... sur Cash, moi au départ j'y suis allée un peu par curiosité. Il faut savoir que moi les films c'est un peu comme les livres, les séries et compagnie, j'ai une liste longue comme le bras. Et en fait à chaque fois que je tombe sur un article qui parle d'une filmographie de quelqu'un que j'aime bien ou quoi, en fait j'ajoute tout sur mon compte Just Watch. Et puis en fait je fais le tri par ce qui est disponible sur les plateformes que j'ai. Et quand j'ai envie de me mater un film et que je sais pas quoi, et au lieu de scroller 3 heures, en fait je sors mon Just Watch. Et sur Just Watch il y a la fonction de tu peux trier par au hasard, quoi. Il te sort, voilà. Voilà. Donc je prends le premier de la liste et en général je switch. Je ne connaissais pas cette petite fonctionnalité, c'est pas mal. Ouais, parce que ça évite de se triturer les méninges. C'est ça. Et bon, des fois je change un petit peu parce que s'il me sort un péplum de 4 heures. Et que t'as qu'1 heure et demie. Ouais, ce soir j'ai un peu la flemme quand même. Mais là, du coup, en fait, je sais pas. Je pense que j'avais dû tomber sur un article qui parlait de plusieurs films. Je sais pas, je suis tombée là-dessus. J'avais complètement oublié l'existence de ce film. Et un samedi soir, voilà, je lance mon Just Watch et c'est ce film qui arrive en haut de la liste. Donc je le lance sur Netflix. Et en fait, le pitch, ça sonnait comme une sorte de film de braquage social et... Peut-être que je le répète un peu trop, mais les films de braquage, c'est mon genre de film préféré. Et là, ça proposait un truc un peu plus terre-à-terre, et c'était plus un mélange entre Robin des Bois en Bleu de travail et La Casa des Papel, mais en Charente. Donc, franchement, sur le papier, j'avais un peu peur du truc un peu bancal, mais en fait non, parce que Cash, c'est malin, c'est drôle, et visuellement, c'est super léché, et surtout, ça raconte quelque chose de très français sans être plombant. C'est plus de la comédie dramatique que de la pure comédie où on se tape le cul par terre, mais franchement, on rigole bien. Alors, le pitch, pour situer, on est à Chartres. Déjà, il n'y a pas des masses de films qui se déroulent à Chartres. Hein. C'est vrai. Voilà. Je cherche là, mais je trouve pas. Non, moi non plus. Voilà, donc on n'est pas à Paris, pas à Marseille. Peut-être des trucs en costume, tu vois, qui se passent à la cathédrale de Chartres. Ah, peut-être. Comme ça. On va chercher. Mais est-ce que c'est présenté comme vas-y, on est à Chartres et on fait. Ouais, je sais. Non, c'est pas le gros truc sur l'affiche filmé à Chartres. Non, ça tu le dis après pour faire venir les touristes, mais ouais. Si le film a marché. Mais non, donc voilà, on n'est pas dans une grosse ville où on a l'habitude de voir des films de braquage, donc Paris, Marseille ou pour les US, Los Angeles. Non, on est vraiment à Chartres où en fait c'est célèbre entre guillemets parce que c'est la Cosmetic Valley. Voilà, on n'a pas la Silicon Valley, on a la Cosmetic Valley, puisque en fait, je ne le savais pas avant de lancer le film. Ah, moi non plus. Mais c'est à Chartres qu'on fabrique les parfums de luxe qui font rêver le monde entier. Voilà. Oh. Donc en plus, on apprend des choses. Et au milieu de tout ça, on retrouve Daniel Sauveur, qui est joué par Raphaël Quenard. Et je pense que c'est parce que j'ai dû me rajouter toute la filmographie de Raphaël Quenard que j'ai ce film dans mon Just Watch. Mais bon. En tout cas, il joue un ouvrier dans une usine qui bosse pour une grande marque de parfum. Et Daniel, c'est vraiment le mec du peuple. C'est un gars qui taffe, qui se donne. Mais on voit bien que les Breuil, donc la famille de patrons, eux, ils roulent littéralement sur l'or et sur ses heures sup.
ça le chafouine un peu, voilà, on va le dire comme ça. Et un jour, c'est la goutte d'eau, il en a marre, et donc il décide avec un pote et quelques collègues de monter une combine, un espèce de plan qui est pas vraiment un braquage façon fusil à pompe, mais c'est plus un truc à la française, où c'est très rusé, c'est un peu bricolé, mais c'est très malin. Et donc l'objectif, ça va être de détourner un peu de stock de parfum, de se faire du blé, et surtout de remettre les puissants à leur place. Voilà, d'où la comédie sociale. Et à partir de là, c'est un vrai film de casse, mais version Made in Chartres, avec des blouses, des bidons de parfum, des hangars et un parfum de révolte sociale dans l'air. Et oui, le jeu de mots est fait exprès. Alors pourquoi ça marche aussi bien ? Déjà parce que Jérémy Rosan, donc le réalisateur, il vient de la pub et du clip et il a bossé pour Givenchy, Louis Vuitton, etc. Donc forcément, il sait ce que c'est un plan qui claque et il sait, en fait, il y a un peu de parodie de pub parfum dedans. Je veux pas tout dévoiler, mais il y a beaucoup de moqueries sur ce milieu-là. Donc en fait, déjà, c'est un film qui est super beau. Qui est super nerveux parce que on sent que c'est un peu clippé par moments. C'est très rythmé et c'est jamais chiant. Il y a une vraie énergie visuelle, ça bouge, ça envoie, ça brille et ça fait vraiment pas toc. Et surtout, il a réussi à faire un film de braquage avec de la gueule, mais sans avoir besoin d'aller dans une ville de lumière comme Cannes ou Dubaï. Mais là, on est vraiment dans une comédie claquante, mais qui se déroule que dans des entrepôts. Donc oui, c'est un concept, mais ça marche hyper bien. Et puis, il y a Raphaël Quenard, quoi. Lui, c'est vraiment la star du film. Bon, déjà, le gars, il est partout. Hein. Il tourne 3 films par semaine. Il fait des discours chelous mais passionnants au César. Et puis là encore, il explose tout. Donc, il joue Daniel avec un mélange incroyable de rage et de charme bancal. Il est un peu gauche, mais il est chou-pitrognon, quoi. Il est hyper drôle. Il est aussi touchant, il est très grande gueule, mais c'est une grande gueule un peu poète, quoi. Il nous sort un peu des punchlines où c'est un peu bancal, mais bon, c'est mignon, quoi. Et en fait, si vous êtes un peu familier du personnage, on a au début l'impression qu'il va juste faire son numéro de mec nerveux. Et en fait, non, pas du tout. C'est plus le personnage qui va sortir des tirades où il parle de panache, parce que oui, Daniel dit que le panache est sa valeur suprême. Et en fait, c'est assez surprenant parce qu'il devient vraiment un poète, alors à sa façon, mais très loin de ce qu'on pourrait imaginer. Et autour de lui, on a un casting assez nickel parce qu'on a beaucoup de seconds rôles qui sont solides. Il y a beaucoup de dialogues qui claquent bien. Il y a un ton à la fois populaire et assez malin qui rappelle un peu Les Invisibles ou Discount, mais avec une vraie patte de mise en scène. Et ce que j'ai adoré surtout, c'est le mélange des genres, parce que le film va alterner entre le thriller de casse, la comédie sociale et même un peu de satire sur le luxe et la pub. Et tout ça mélangé sans jamais perdre le fil, parce qu'on va passer d'une scène de tension pure à un moment complètement absurde avec des ouvriers qui se prennent pour des stratèges de génie. Et en fait, ça marche, parce que c'est un film qui a conscience de sa classe sociale, mais qui va pas pleurnicher sur sa condition. C'est vraiment un film de revanche du petit contre le gros pour vraiment le dire en gros, quoi, mais c'est vraiment raconté avec beaucoup d'humour et beaucoup de sensibilité. Et mine de rien, Cash, ça dit beaucoup de choses sur la France d'aujourd'hui. Ça parle des inégalités, ça parle du travail, ça parle des rêves qu'on nous vend et de la frustration de ceux qui bossent pendant que d'autres collectionnent les dividendes. Et là où beaucoup de films auraient sorti les violons et les ralentis sur fond de tristesse ouvrière, en fait, Cash, c'est pas du tout ça. C'est vraiment une comédie où on garde le sourire pendant tout le long. Et en vrai, ça fait du bien, parce que c'est quand même un film qui est politique, mais qui est pas du tout chiant. C'est un film qui est populaire, mais qui est pas bête, en fait. Parce que j'ai regardé pas mal de films qui se veulent à valeur sociale, où en fait, quand on nous présente des personnages qui sont ouvriers, qui sont un peu en bas de la classe sociale, on les présente très souvent comme des mecs un peu teuteux, qui savent pas faire grand-chose avec leur cerveau. Et là, c'est tout le contraire, quoi. Et niveau rythme, c'est carré, c'est monté comme un clip avec une vraie pulsation, c'est très rythmé. Il y a une bande son super efficace, vous allez chanter devant votre écran, je vous mens pas. Il y a vraiment un mélange de sons électro, il y a des musiques un peu plus rap, il y a parfois beaucoup d'ironie. Et ça se mélange avec une photo qui est très soignée, sans que ça fasse trop pub, mais on sent que le mec il a l'œil, qu'il sait filmer un hangar comme si c'était un palace.
Et ça marche. Et puis forcément, on a un scénario qui nous garde accrochés. On n'a pas besoin de connaître tous les détails techniques de leur combine. On comprend l'essentiel, on vibre avec eux et on veut juste qu'ils s'en sortent. Alors effectivement, des fois, il y a des ficelles un peu grosses, mais en fait, on s'en fiche parce que tous les personnages sont beaucoup trop attachants. Et en fait... on a envie d'être avec eux, quoi. On a envie qu'ils foutent un gadin aux riches, quoi. Et même quand, du coup, ça flirte un peu avec la caricature, des fois, on est quand même très indulgent parce que le film nous embarque, quoi. Donc, effectivement, c'est pas un film qui est parfait. Il y a quelques petits trucs qui coincent. On a une voix off qui est un peu trop présente parfois. On sent que Rosan, il aime bien entendre Raphaël Quenard parler, mais c'est pas grave parce que moi aussi. On a des personnages secondaires qui auraient mérité un peu plus de temps, notamment les collègues qu'on perd un peu en cours de route. En fait, on nous les présente beaucoup au début. Et une fois qu'ils sont dans le coup, ils font un peu le slapstick, mais en fait, on sait pas grand-chose d'eux. Et puis, voilà, on a un ou deux rebondissements un petit peu gros, mais qui sont là pour servir l'humour, donc on pardonne très vite. Mais voilà, ça gâche rien parce que Cash, c'est vraiment un film qui assume tout. Ça cherche pas à plaire à tout le monde, mais il y va à fond, il y a beaucoup de style, il y a beaucoup de sincérité. Moi, ce que j'en retiens, c'est qu'on peut faire du cinéma de genre en France, du film de casse, du film populaire, sans être ridicule et sans copier les films américains. On peut parler de la réalité sociale sans que ça soit gris et triste. Et on peut avoir un héros ouvrier qui cite Patrick Swayze et James Caan. Et que ça tienne debout. Oui, je sais, c'est un mélange des genres un petit peu spécial, mais je vous assure que c'est très bien. Et voilà, c'est ce mélange-là entre blouson de travail et esprit du braquage qui donne à Cash toute sa saveur. En gros, voilà, c'est une histoire de potes, d'ouvriers, de revanche qui sont portés par un acteur incandescent et c'est mis en scène avec beaucoup de classe. C'est écrit avec beaucoup d'humour, beaucoup de colère et beaucoup de tendresse. Donc c'est vraiment le genre de film qui nous fait nous dire, tiens, si le cinéma français ressemblait un peu plus souvent à ça, on s'ennuierait moins et peut-être que j'irais voir un peu plus de comédie française au cinéma. Et voilà, donc si vous aimez les films de casse, les histoires d'arnaque sociale, ou si vous aimez juste Raphaël Quenard, qui parle comme s'il sortait d'un poème de Jean Vilar sous acide, foncez, parce que Cash, c'est fun, c'est nerveux, c'est social, c'est pas chiant, et ça prouve qu'on peut encore faire du cinéma populaire avec du style et des idées. Voilà, je sais pas si tu connaissais le film, Olivier. Non, je connaissais pas du tout le film. Après, je deviens un peu allergique à Raphaël Quenard. Je l'ai trop vu. Je l'ai trop vu partout. J'en peux plus. Je comprends. Donc, et le problème, c'est que c'est un peu compliqué pour les premiers films qu'il a fait finalement. Surtout que moi, je le connais depuis très longtemps parce que j'avais commencé à le voir dans la série là qui se passe. Qu'il a faite, qui se passe dans un hôpital psychiatrique. Qui était une série OCS, je sais plus comment s'appelait la série, mais du coup, moi, ça fait quand même beaucoup d'années que je côtoie Quenard et qu'au bout d'un moment, Tu satures. Ah ouais, j'ai saturé complètement, quoi. Je crois que c'est pendant les Chiens de la Casse, là, j'ai dit non, j'en peux plus. Je comprends, mais en fait, moi, j'ai pas vu grand-chose de lui, donc ouais. Du coup, c'est bien. Ça s'appelait HP, la série. HP, ouais. Donc du coup, j'ai pas encore saturé. Et comme, en fait, finalement, je regarde assez peu de films comparé à une époque, donc là, je suis contente que ça ait popé dans mon fil. Mais écoute, après, en plus, ça se regarde bien, ça dure 1h20, je crois, 1h30. Mais j'ai pensé à toi sur les films de braquage. Est-ce que tu as vu The Old Man and the Gun? Non. De David Lowery. Je l'ai vu il y a pas longtemps parce que c'est avec Robert Redford et en fait c'est un film qui a popé pas mal dans pas mal de trucs au moment de la mort de Robert Redford et je me suis dit ça c'est marrant ce film, je le connais pas. Je regarde s'il est sur la liste, sinon j'ajoute. Et c'est un film, c'est l'histoire de Robert Redford qui est un papy et puisque c'est un film de David Lowery qu'il a fait juste avant A Ghost Story. Ouais. Donc c'était il y a pas très longtemps et où il joue en fait un braqueur, un papy braqueur qui fait des braquages sans flingue et sans juste avec son sourire quoi. Sans arme ni violence. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment, il arrive, il fait son grand sourire, il dit vous êtes en train d'être braqué, mettez-moi juste et quand t'as Robert Redford qui fait ça, tu vois, il a un peu de charisme, le monsieur. Et voilà, c'est un film de braquage doux.
tu vois. Ouais. Et en fait, il y a un flic qui est joué par Casey Affleck qui va le courser. Sauf que ce flic, c'est un flic raté et dont tout le monde se fout de la gueule de sa gueule et tout. Et en fait, il va presque traîner des pieds pour arrêter ce papy, quoi, parce que C'est un peu braquage à l'ancienne, quoi. il est à la fois il devient à la fois célèbre pour être le mec qui traque ce gars-là, et en même temps il a pas tellement envie de l'arrêter, quoi. Ouais. Et c'est franchement, j'ai trouvé le film, alors c'est un rythme tout doux, puisque c'est vraiment deux personnages qui sont globalement très chill. Ouais. Mais j'ai trouvé ce film hyper élégant, hyper sympa à regarder, et dans le genre braquage, il y a des scènes de braquage, donc sans flingue, sans rien, qui sont assez jubilatoires quand même. Ok, bah écoute, je l'avais pas sur la liste, je viens de le rajouter du coup. Donc, Ah ouais, moi j'avais pas du tout, enfin vraiment il était passé hors de mes radars. L'affiche est très belle d'ailleurs. Ouais, Et, ça, ouais. Non, c'est chouette. ouais, super film de braquage. J'ai bien aimé, c'est assez drôle en fait, tu vois, c'est bête, mais c'est pareil, c'est plus dans le ton de la comédie que donc C'est encore mieux, j'adore. ouais. Enfin, Écoute, c'est pas de la comédie, on se tape le cul par terre non plus, hein. oui, non, bah là non plus. C'est Non, plus mais c'est le marrant truc de un peu voir léger, Robert quoi. Ouais, c'est marrant de voir Robert Redford faire un braquage, quoi. Oui, c'est Vieux. pas là qu'on le voit. Tu vois, c'est assez drôle. Ouais. Donc Ok. voilà, c'est Bah, c'est ajouté à la liste, en tout cas. Et toi, du coup, t'as regardé quoi comme film dernièrement? bah moi alors dernièrement, c'est vraiment dernièrement, puisque j'ai fini le film il y a 1 heure et demie. Ah oui, Euh, c'est très récent. Ah oui, ouais, c'était cet après-midi, j'ai découvert le film Daisy Miller de Peter Bogdanovich. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Peter Bogdanovich, c'est un grand ami de Peter Fonda, et c'est surtout une icône du nouvel Hollywood dans les années 70, et qui non seulement a fait des films en tant que réalisateur, mais a aussi été acteur. On l'a notamment vu en tant qu'acteur dans Les Sopranos, dans How I Met Your Mother et dans The Good Wife. Mais son plus gros rôle, on va dire, en série, c'est Les Sopranos, où il est venu régulièrement durant les 7 saisons. Et donc là, c'est un film de lui que je ne connaissais pas, qui s'appelle Daisy Miller, qui se passe en 1870, donc un film en costume, et qui raconte l'histoire d'une jeune américaine qui s'appelle donc Daisy Miller, qui voyage en Europe avec sa mère, qui est totalement space, totalement à l'ouest, vraiment la meuf est complètement déconnectée de la réalité, et son frangin, son petit frère, qui est un gamin qui aime beaucoup faire des blagues, mais qui est assez insupportable, à qui il manque globalement, pour imaginer, le gamin mange tellement de bonbons qu'il ne lui reste plus que 7 dents. C'est Donc, pour ça tout à l'heure que tu me demandais si j'avais encore des dents. c'est vrai que ça a dû jouer. Mais enfin, donc imaginez la tête de cet enfant à qui il ne reste plus que 7 dents. Et qui est en plus assez insupportable, parce qu'il passe son temps à dire que l'Europe c'est nul, que les États-Unis c'est beaucoup mieux. Enfin voilà, c'est vraiment Trump, quand la. il était gamin, en fait. Mais c'est exactement ça. Vraiment, pendant tout le truc, je me disais, mais c'est Trump, c'est l'enfance de Trump, ce gamin, quoi. T'as envie de lui mettre une grosse claque dans sa tête. Et donc le film commence. Cette petite famille est en Suisse, et Daisy rencontre un certain Frédéric Winterborn, qui s'amourage d'elle et qui décide de les suivre à Rome pour lui faire la cour. Donc l'étape d'après, c'est Rome, et donc il les suit. Et sauf que en fait, cette jeune fille, c'est quelqu'un de très libre. C'est quelqu'un qui aime s'amuser, qui est un peu volage, et surtout qui aime s'amuser, qui aime jouer avec sa beauté naturelle pour faire perdre la tête un petit peu à ce pauvre Frédéric. Et donc elle va le faire devenir chèvre. Donc voilà, c'est le postulat de départ, et c'est de savoir s'il va finalement réussir à conquérir son cœur ou pas. L'actrice principale, c'est Sybil Shepherd, qu'on a vu notamment qui était la compagne enfin la co-actrice de Claire de Lune au comté de Bruce Willis.
Donc elle interprète Daisy Miller et elle campe le rôle avec beaucoup de naturel et d'insolence. Et c'est marrant parce qu'elle a une diction qui est très rapide. Elle parle très vite. Et du coup, il y a vraiment un côté, comme les dialogues sont sont vraiment teintés de comédie. Ça m'a vraiment fait penser à du Woody Allen où il y a même un côté Rachel Brosnan dans Mrs. Maisel. Elle parle. Et du coup, les autres acteurs, ils arrivent pas à en placer une. C'est assez marrant. Et voilà, donc elle campe une femme libre qui joue avec les codes de la haute société de l'époque. Et ça donne un film. Alors moi, déjà, je savais même pas que j'allais voir quelque chose qui se rapprochait plus d'une comédie, donc j'étais assez surpris par la tonalité du truc. Et du coup, moi, vraiment, j'ai été assez surpris par le film, qui est assez savoureux à regarder, qui est à mi-chemin entre la comédie de meurtre et du drame. Et j'ai vraiment beaucoup aimé vraiment, c'est court, c'est 90 minutes. Donc, c'est très plaisant à regarder. Sybil Shepherd est absolument magnifique. Et voilà, c'est vraiment comme si Downton Abbey avait rencontré Billy Wilder. Donc moi, c'est un peu toutes mes passions. Donc voilà, c'était une belle découverte. J'ai regardé le film, enfin j'ai acheté le film parce que le coffret était joli. Et j'ai de la chance parce que le film est vachement bien, quoi. Donc, Ça semble bien. le coffret, il est disponible chez Carlotta. Très beau coffret. Après, si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez l'acheter en Blu-ray ou en DVD, toujours chez Carlotta. C'est disponible. Il n'est pas du tout sur les plateformes, Alors, mais si en vous tout cas, voulez c'est un... le louer sur les plateformes, il est chez la Cinétech et chez Universiné. Ouais, Mais sinon c'est vrai qu'il a pas l'air d'être non, très facilement trouvable sur Internet. non. Mais en tout cas, le coffret là, et le nouveau Master HD qui a été fait par Carlotta est vraiment très qualitatif. Donc ça vaut le coup. Franchement, c'est une très bonne surprise et j'ai beaucoup aimé ce film. Voilà, je vous le recommande. Et sinon, au cinéma cette semaine, je suis allé voir un très joli film. C'est La petite dernière d'Afzia Herzi. J'avais entendu beaucoup de bien du film et souvent en fait dans ces cas-là, il y a toujours pas mal de risques que je sorte déçu. Mais là, en fait, je trouve que vraiment toutes les louanges dressées sur le film depuis sa projection à Cannes sont vraiment justifiées. Alors, ça raconte l'histoire de Fatima, qui essaie de concilier sa foi et son homosexualité, ce qui n'est pas hyper simple non plus. C'est pas des trucs qui vont le plus ensemble. Donc, elle est musulmane. Et en soi, en fait, ça aurait pu être le sujet du film, mais en gros, dès le départ, on nous annonce la couleur et on nous dit que c'est pas ça le sujet, parce qu'en gros, elle veut concilier les deux. C'est pas un souhait, c'est qu'elle veut être les deux. Elle veut être musulmane et lesbienne. Ouais, pourquoi Euh, choisir à la fin, merde. Bah, c'est ça. Et en fait, le film devient plus une éducation à l'amour qu'autre chose, et devient plus une histoire d'amour entre deux femmes, dont une qui a des problèmes de dépression. Et finalement, le sujet, l'éléphant dans la pièce, il est presque pas, il est presque pas abordé. Et il est abordé dans certaines scènes, mais c'est pas ça le cœur du sujet. C'est vraiment, on est plus c'est vraiment un coming of age. On commence à la suivre quand elle est en terminale, quand elle prépare son bac, donc elle a 18 ans, après 19 ans, et donc ouais, voilà, on va suivre son initiation à l'amour en fait, et ça donne un film qui est vraiment délicat, qui est très naturaliste, à la Keshish, mais euh, on va dire sans les défauts de Keshish, qui est toujours un peu voyeur, un peu tape à l'œil. Là, Afzia Herzi, qui avait joué dans La Graine et le Mulet de Keshish, on sent elle a pris de lui ce qui était bien dans son cinéma et qu'elle en a mis de côté ce qui pouvait poser problème. Et sachant que moi j'aime beaucoup Keshish, j'aime beaucoup son cinéma, mais je vois ses défauts. Et là, en fait, du coup, j'étais content de retrouver ce que j'aime dans le cinéma de Keshish sans avoir les défauts de Keshish, quoi. Et, euh, et en même temps,
en même temps, elle a sa propre, elle refait pas du Keshish comme ça, quoi. Elle fait du Avzi Ayerzi. On sent qu'elle a sa propre patte, qu'elle veut faire son film. C'est son troisième ou quatrième film, je sais plus. Donc, elle s'est quand même aguerrie à la réalisation. Et surtout, ce que je trouve très bien, c'est qu'elle va complètement à l'encontre des clichés habituels en faisant un film qui est totalement solaire, en fait. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Tout était là pour que ce soit gris, triste, morne, machin. Et pas du tout. C'est un film qui est lumineux. C'est un film qui est parfois drôle, notamment dans ses scènes de famille. Il y a sa mère, c'est la maman algérienne qui passe son temps en cuisine et qui est là pour faire plaisir à ses filles, qui est fière de ses filles, qui passe toute le bac. Elle est extrêmement émouvante, elle est extrêmement drôle, cette femme, c'est génial. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont des acteurs non professionnels, mais ça se voit pas du tout dans le film. C'est pas comme dans Dumont où on voit que des acteurs non professionnels mal joués. Là, tous les acteurs non professionnels sont vraiment très bons. Et, euh, et, et ouais, ces scènes familiales, elles sont globalement assez drôles à regarder. Euh, et surtout le film, quand on parle d'amour, on parle aussi de sexualité. Et c'est un film qui sait créer le désir, qui sait créer une forme de sensualité. Pas forcément seulement avec le corps ou avec la peau. Il y a par exemple, il y a entre guillemets une scène de sexe dans une voiture qui ne se fait que par la parole. C'est-à-dire qu'il y a, original. ouais, c'est vraiment, elles se parlent en fait c'est une meuf un peu plus âgée qui explique à une meuf moins âgée comment s'y prendre au niveau sexuel et ça donne une scène de sexe euh, parlante en fait et Marrant. c'est assez déstabilisant et surtout je trouve ça rare d'arriver à ce point à créer de la sensualité à l'écran. Souvent c'est gênant, souvent c'est là ça ne l'est jamais en fait. Donc c'est assez joli, enfin c'est très bien filmé. Il y a des plans qui sont absolument magnifiques. C'est ce que je reprochais un petit peu sur les précédents films d'Avzi Herzi qui étaient presque plus naturalistes, plus brutes. Là, il y a vraiment des compositions au niveau de la lumière, au niveau des cadres qui sont beaucoup plus recherchées. Donc c'est très joli à regarder. L'actrice principale, elle s'appelle Nadia Meniti. Elle a été découverte en casting sauvage et je peux vous dire que c'est vraiment la bonne pioche du film. Elle éclabousse vraiment l'écran de tout son talent. Elle a eu d'ailleurs le prix d'interprétation à Cannes, si je me trompe pas. Donc pour son premier film, elle a le prix d'interprétation à Cannes, c'est pas mal. C'est vrai. Et c'est vraiment, mais en fait, elle a un charisme de ouf, cette meuf. C'est-à-dire elle est sur l'écran, t'es là, tu fais, waouh, des fois, elle fait pas grand-chose, hein, mais quand elle est sur l'écran, en fait, t'es Elle vraiment, monopolise toute ton attention. ouais, c'est Il n'y a ça, plus rien qui existe autour d'elle. elle capte le spectateur et sans faire grand-chose, elle arrive à nous créer de l'émotion, quoi. Donc ouais, pour moi, c'est vraiment une véritable révélation, cette fille. J'espère vraiment qu'on va la voir dans d'autres productions dans le futur. C'est évident. Bon, enfin, j'espère, mais c'est un vœu qui va forcément se réaliser. Il y a un talent naturel chez elle qui se dégage. Et j'espère surtout qu'elle va réussir à garder ce naturel, qu'elle va pas se tomber dans un espèce de formatage très acteur, en fait. J'espère qu'elle va réussir à garder quand même sa part de naturalité. Et voilà, donc c'est un film que j'ai trouvé vraiment poignant. Moi, j'ai versé ma petite larme à la fin pendant la dernière scène, qui est vraiment très 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 belle. Euh, qui est pas triste. C'était vraiment plus une arme de, de complicité en fait entre ce que je ressens et ce qui se passe sur l'écran. Et je l'ai vu il y a 2 jours, je crois. Et vraiment, depuis, je garde un souvenir assez lumineux de ce film, qui avait vraiment tous les ingrédients pour pas l'être, qui aurait pu être gris. Ça se passe en banlieue, évidemment. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que
il n'y a pas l'antagonisme Paris-banlieue. C'est-à-dire qu'elle va à Paris, comme des jeunes de banlieue vont à Paris pour aller au hall ou pour aller voir des amis ou pour aller... Enfin, elle côtoie, elle va, quand elle va à la fac, elle côtoie des gens qui sont pas du tout de son univers. Et c'est pas un problème, c'est pas un sujet, c'est comme ça. Elle arrive à la fac, elle côtoie d'autres gens que ce qu'elle côtoyait quand elle était au lycée, ce qui arrive finalement à tout le monde. C'est présenter la vie telle qu'elle est, quoi. C'est ça. Moi, j'ai côtoyé des gens vraiment complètement différents dans mes études secondaires que dans mon cursus lycéen et collégien. Donc ça, je trouve ça vraiment bien de pas créer de problèmes supplémentaires à la situation de cette fille qui entre guillemets apprend à devenir une lesbienne assumée, quoi. Et voilà, donc pour moi, c'est vraiment le film en ce moment. Alors, j'ai pas vu Arco, qui apparemment est très bien aussi. Ouais, je vois passer beaucoup de choses très élogieuses. Je vais essayer de remédier à ça cette semaine, mais moi, en tout cas, de ce que j'ai vu, je trouve que c'est le film qui est le plus touchant. C'est le film qui m'a procuré le plus d'émotions actuellement. Et voilà, vous en verrez beaucoup de bien dans les journaux, dans les médias, et ben franchement, c'est assez mérité, quoi. Ok, très bien. Eh ben, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de nos petites recommandations de cette semaine. Ah oui, excuse-moi, j'avais juste un mot sur la musique du film. C'est Amine Bouafa qui a fait la musique. Et alors, de plus en plus au cinéma, moi, la musique me passe un peu au-dessus de la tête. C'est pas quelque chose qui soit me marque d'un côté ou de l'autre. Là, il se trouve que il y a plein de moments où je me suis dit, putain, la musique est vachement bien. Et c'est un mec qui avait déjà fait la musique de Timbuktu, qui était un film magnifique, qui avait gagné plein de César, même il avait été aux Oscars et tout, qui était déjà un film très beau. Et vraiment, c'est un compositeur dont je vais approfondir le travail, parce que ça fait plusieurs films que je vais voir dont il signe la musique, et je trouve vraiment très très joli, quoi. Et donc Amine Bouafa. Et sinon, le reste de la bande son donc ça, c'est la bande originale qui a été faite par Amine Bouafa. Et sinon, le reste, c'est beaucoup de musique électro, notamment Compromat, des trucs comme ça. Donc et il y a des choix un peu électro techno qui sont vachement bien. Globalement, la BO est canon, quoi. Ok, fort bien. Bah, c'est important des fois la musique quand même. Ah bah ouais carrément. Ouais. Ça change tout. Bah oui. Alors, cette semaine, on vous a parlé niveau lecture Le Carton Jaune. Et puis, niveau images qui bougent sur grand écran, on a parlé de Cash, de Daisy Miller et de La Petite Dernière. Donc, voilà, vous avez de quoi faire. Même si on n'a été que deux, je pense qu'on a donné de quoi faire, non ? Ah bah ouais, là, déjà, rien que le temps de lire et voir tout ça. C'est vrai, normalement, votre semaine, elle est bien occupée, là. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode en petit format cosy à deux, en mode café chaud pendant que tout le monde passe en mode Maria Carey. On espère que ça vous a plu, que ça vous a donné quelques idées de choses à lire et à voir. Merci Olivier d'avoir partagé ce moment avec moi. Écoute, de rien, ça me fait plaisir, le petit café littéraire. C'est ça. En fait, on lance un club de lecture, mais pour l'instant, on débute. Si vous voulez rejoindre, n'hésitez pas. Bon, en tout cas, on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Peut-être à 3, peut-être à plus, sait-on jamais, peut-être à moins. On sait pas. Ouais, ça va être un monologue d'une heure. Ouais. On sait pas. Mais voilà, en tout cas, restez au chaud, prenez soin de vous. Et puis surtout, bonne soirée, bonne nuit, bonne semaine, bon podcast. Et surtout, bonne journée.